Georges Santayana disait, je cite, « Il n'y a aucun remède contre la naissance et contre la mort. » Cela vient de se justifier encore aujourd'hui avec la disparition d'un monument de la musique, Jacob Devarieux, qui, bien que tous les médecins, professeurs, soient succédés à son chevet, n'a pas pu être sauvé. Jacob Devarieux se battait contre la mort et surtout, il avait eu une greffe du rein et en plus, il avait un diabète qui le rongeait désespérément. Il maigrissait, s'étiolait, voyait comment est-ce qu'il allait dans le tunnel, mais courageusement, il gardait cette bonne humeur. Malgré la première injection du vaccin du Covid, la deuxième injection du Covid, voire la troisième, eh bien, Jacob Devarieux n'est pas revenu à la vie après le coma dans lequel il a été plongé. C'est un triste jour, un triste week-end pour ceux qui ont connu ce véritable phénomène, qui avait une voix suave, rocailleuse, qui aurait dû faire uniquement dans le jazz, mais qui s'est retrouvé en train plutôt de convaincre des gens et de vendre, de mondialiser le zouk. Jacob Devarieux, c'est un lien terrible avec l'Afrique, puisque d'ailleurs au moment où le Covid était en train de sévir ici, il s'est réfugié, ou plutôt s'est retrouvé en concert au Cameroun, et c'était d'ailleurs l'une de ses avant-dernières sorties. C'était certainement aussi son dernier voyage en Afrique, cette terre qu'il aimait tant, et ce continent qui lui en rendait aussi grand. Jacob Devarieux, c'est l'histoire aussi d'un self-made man qui, bien qu'orphelin de père, parce que ne le connaissant pas, s'est accroché à une mère qui d'ailleurs a été obligée de quitter l'outre-mer, fuyant les cyclones, pour venir s'installer à Paris. Né en 1955, c'est donc à 65 ans que cet homme, qui s'est fabriqué lui-même, qui a réussi à se faire aimer par tout le monde, quitte donc la terre et surtout laisse beaucoup d'enseignements. Jacob Devarieux, faudrait-il le dire, est aussi celui-là qui devrait inculquer le courage à beaucoup d'enfants qui parfois n'ont pas des parents, qui peuvent avoir beaucoup d'argent, mais qui, même s'ils n'ont pas fait de grandes études, peuvent arriver au sommet de leur gloire. Avec
ce groupe Kassav, dont il est cofondateur en 1979, il aura connu tous les podiums. 89 pour ses 10 ans d'anniversaire, 10 zéniths, tous pleins. Et d'ailleurs, pour les 20 ans de Bercy, tout plein. On n'oublierait d'ailleurs pas pour ses 40 ans, avec bien sûr la plus grande salle européenne, Arena, Défense Arena, la Défense Arena, qui a regroupé au moins 40 000 personnes. Le Stade de France, il a rempli. Les stades en Afrique, en commençant par la Côte d'Ivoire en 1985, où il débarque pour la première fois en tant que star, il a fait des émules, il a rempli presque tous les stades du continent africain. Jacob Devarieux avait un lien avec le continent africain dès sa verte jeunesse, puisque sa maman de Paris va partir et va se retrouver au Sénégal en 1966. Et Jacob Devarieux, quand il y arrive, il n'aura en tout et pour tout, à l'âge de ses 10 ans, que ce cadeau que sa maman, au lieu de lui offrir le vélo qu'il voulait, mais plutôt une guitare qu'il va donc ramener au Sénégal. Et quand il arrive au Sénégal, il ne s'intéresse d'ailleurs pas à la musique. Il y arrive par hasard, dans la mesure où ces deux musiciens qui jouent avec du Sundour, qui vont lui demander en prêt son instrument que lui, il avait rangé dans les placards et qu'il n'utilisait jamais. De cet instrument, lui-même aussi, il va apprendre juste quelques petites choses parce que tellement on lui parle de musique que c'est au Sénégal qu'il en apprend les premiers rudiments avant de revenir à Paris en 1968. Et là, à Marseille, il commence à jouer dans des petits groupes qui n'ont rien à voir avec le zouk, ni avec la musique africaine. Et puis, il n'était pas le plus doué de l'instrument, et d'ailleurs, ses cordes vocales faisaient rire. Mais quand il arrive à Paris, c'est là où notre lien va se confectionner, va se renforcer avec l'Afrique, et particulièrement avec le Cameroun, au studio Joanna à Bagnolet, où justement il n'était que preneur de son. Il n'était pas musicien confirmé, même s'il va créer un club qui va appeler, par exemple, Zulu, mais en réalité, ce n'était pas son ambition de pouvoir émerger, de pouvoir être au sommet. Mais sa rencontre a fait de telle sorte qu'il puisse non seulement avoir plusieurs fois à s'élever, mais surtout à garder ses liens avec le Cameroun. Parce qu'il va rencontrer, par exemple, l'un des premiers en 1986, Mbida Douglas. Mbida Douglas, qui est bel et bien celui que vous connaissez, qui d'ailleurs va faire un morceau avec Jacob Devarieux, Mbembiding. Je ne sais pas chanter, mais vous pouvez vous rappeler. C'est ça. Jacob Devarieux s'y plaisait. Jacob Devarieux apprenait même certaines langues du Cameroun. Et d'ailleurs, son zouk a été beaucoup marqué par la coloration de la musique camerounaise, de telle sorte d'ailleurs qu'on va faire de lui ce qu'on va dire un élément de la légion étrangère du Makossa. Il aura eu
non seulement a fréquenté par exemple un pilier des têtes brûlées, Jean-Marie Aranda, journaliste de son état et qui était devenu manager des Kassav, mais aussi il va connaître un autre guitariste qu'on appelle Jules Kamga. Et après Jules Kamga, toujours dans le studio, il devient finalement de plus en plus musicien, enfin instrumentiste. Il va se faire la connaissance du pasteur La Paix, mais surtout, sa carrière va véritablement changer quand il va rencontrer Toto Guillaume. C'est avec Toto Guillaume qu'il va apprécier le makossa, le groove. Mais ne pouvant pas jouer au solo, à la rythmique, il finira par s'adapter à la guitare basse. De telle sorte que certains morceaux, Moins malade, ou encore Zula CC Medicani, qui ont carrément cartonné, on y trouve beaucoup plus de zestes de makossa qu'autre chose, mais un makossa accéléré. Jacob Desvarieux aura donc tissé une véritable relation avec le Cameroun, qu'il a d'ailleurs fréquenté, où il a eu non seulement des succès, mais aussi des déboires. Jacob Desvarieux n'est pas celui qui a connu le succès de la France qui part vers l'Afrique, mais plutôt un succès qui part de l'Afrique vers la France, puisqu'on ne le connaissait même pas ici. Mais à force de cartonner en Afrique, il a réussi à s'imposer de telle sorte d'ailleurs qu'il devient le premier disque d'or de la Guadeloupe en 1986. L'Afrique est restée en Jacob Desvarieux, où d'ailleurs il a connu pas mal de déboires, comme je le disais tantôt, et particulièrement au Cameroun. En effet, lorsqu'il débarque au Cameroun en 1987, eh bien, le 27 décembre, c'est un véritable succès. Parce que tout se passe superbement bien et ça s'appelait le jubilé Roger Mila. Mais en même temps, il va connaître une déculottée lorsque à Douala il devait jouer. Un certain homme d'affaires au nom de Djemba, qui était chargé d'organiser ce spectacle, avait un peu loupé quelques côtés, comme généralement chez nous. Un peu d'improvisation, un peu d'amateurisme, et pam, Jacob Desvarieux s'est même retrouvé avec le groupe Kassav pris prisonnier parce que l'hôtel n'était pas réglé et parce qu'il fallait jouer avec d'autres musiciens camerounais. Eh bien, ceux-ci aussi n'étaient pas montés sur le podium, attendant que Jacob Desvarieux vienne, et surtout qu'eux aussi n'étaient pas payés. La foule avait patienté au moins 10 heures de temps. Impatiente, elle commençait à être furieuse. Et finalement, le bus ira chercher, ou plutôt le car, ira chercher Jacob Desvarieux avec Jocelyne Béroir et tout de la kyrielle qu'on connaît comme les Decimus, Patrick Saint-Éloi, toutes ces stars-là qui vont débarquer. Mais malheureusement, il était déjà presque minuit. Et c'est là où devait commencer aussi la pluie.
Et quand ils arrivent, non seulement ils ont été hués, mais tabassés par la pluie, mais aussi par des jets de pierre. Il a fallu qu'on calme la foule pour qu'ils ne soient pas lynchés. Qu'on appelle encore des Camerounais à l'hospitalité. Malgré cette aventure, Jacob Desvarieux, Jocelyne Béroir, Patrick Saint-Éloi, comme je le disais, n'avaient pas manqué de revenir au pays de Roger Mila en 1998. Et là encore, après le premier succès au stade de Bepanda, le 11 février, il devait connaître un autre échec le 18. Le 18 février, le 14 février plutôt, 1998. En effet, ce jour-là, alors que tout le monde attendait Jacob Desvarieux et sa troupe, il y a eu un grand événement malheureux qui s'est produit au Cameroun. Et plus précisément à Yaoundé, au lieu dit Sam. En effet, un train de la SCDP qui transportait du carburant avait déraillé ce jour-là. Et de 9h jusqu'à 12h30, le chef poste appelait la police de venir sécuriser les lieux parce que les trafiquants de carburant, y compris tous les enfants des lieux, avaient envahi cet endroit pour recueillir du carburant qui sortait de ces deux citernes. D'ailleurs, à l'époque, Guinée-Fati, actuellement à la prison centrale de Kondengui, va même accuser les autorités camerounaises d'avoir sacrifié délibérément les Camerounais. Parce qu'en réalité, la police ne s'était pas présentée et ce qui devait arriver arriva. Une explosion, des flammes, et puis plus de 250 personnes rôties sur place. Les cadavres étaient entassés comme des moutons brisés sur des vérandas. Une famille entière, donc particulièrement celle du chef du bloc 1 de Sam, avait perdu 7 personnes dans le même incendie. L'horreur. Monseigneur Jean Zoua va d'ailleurs fustiger le régime Biya pour son irresponsabilité. Quelque temps après, il viendra d'ailleurs à la cathédrale, le saluera, et puis, c'est ce jour-là qu'il est tombé, lui également, a eu un AVC, en est décédé. Les événements de ce jour ont été tristes parce qu'il y a eu non seulement ces morts, mais plusieurs blessés qui gardent encore les stigmates de ces terribles accidents venant de l'incompétence d'un gouvernement qui, comme je le disais, alors que les commissariats étaient à côté et les gendarmeries, les sapeurs-pompiers, le régime Biya n'avait pris aucune mesure pour sauver des Camerounais. Paul Biya ne s'étant pas
précipité comme d'habitude à aller sur les lieux, va prescrire une enquête. Depuis 1998, on n'a jamais obtenu les résultats de cette enquête. Jacob Devarieux montera ce jour-là presque en larmes sur scène dans un concert qui devait être un véritable festival. Ça va se transformer en carnaval funèbre. Il a vécu ces événements, puis il est reparti. Qu'à cela ne tienne, il a gardé les liens avec le Cameroun, avec l'Afrique, et d'ailleurs avec notre musique. Jacob Devarieux s'en va avec la plus grande simplicité, démontrant que lorsqu'on travaille, on peut réussir sans prendre des raccourcis. Mais aujourd'hui, ceux qui veulent devenir des stars dans notre pays prennent tellement de raccourcis qu'ils se compromettent. Ils sont obligés parfois de se retrouver dans des situations controversées et où parfois malheureusement, si eux-mêmes ne décèdent pas précipitamment dans des conditions effroyables, mais sont impliqués dans beaucoup d'autres choses. Au moment où Jacob Devarieux est décédé, voilà notre jeune Camerounais, un artiste qui connaît une certaine notoriété, une certaine envolée sur le plan de la popularité, est transféré à la prison de New Bell à Douala. Ténor n'a pas encore un disque d'or, mais tout au moins, du haut de ses 23 ans, avec 19 singles, 10 collaborations, il est le premier artiste camerounais, voire d'Afrique centrale, à signer avec Universal Music Africa. Cela mérite des applaudissements, des encouragements pour celui-là qui a abandonné l'école après avoir obtenu le probatoire pour se lancer dans la musique. On voyait un boulevard ouvert pour sa carrière. Mais hélas, ce qui vient de se passer interroge sur le management et la façon dont certains artistes africains, et particulièrement camerounais, engagent ou détruisent leur carrière. Ténor, qui n'a en fait que 5 ans, moins de 5 ans dans la musique, puisqu'il a commencé en 2016, est donc devenu une star au Cameroun et d'ailleurs en Afrique, puisque lorsqu'on voit Trace TV, il a reçu cette appellation de ce nouveau phénomène du rap. Mais Ténor, en même temps, comme on dit, a eu ce qu'on appelle un déficit de management. Ce qui vient de lui arriver, avec à la clé un accident, une mort
d'une jeune fille de 22 ans suscite des interrogations. Des interrogations dans la mesure où, après cet accident survenu le 15 juillet, donc dans la matinée du 16 juillet, on nous a donné toutes sortes de versions. Mais ces versions sont battues en brèche par des enquêtes et des révélations qui sont faites au jour le jour. Et parmi ces révélations, juste après l'accident, son manager s'était fendu d'un communiqué mensonger disant que l'artiste ténor avait été victime d'un accident dans son véhicule, mais qu'il n'y était pour rien. La responsabilité revenait à un chauffeur qui, jusqu'à ce jour, on ne connaît pas d'identité. En réalité, il n'y a jamais eu de chauffeur dans ce véhicule de location. Il est maintenant prouvé que c'est lui-même qui était au volant de ce véhicule qui, à la vitesse d'un bolide d'une fusée sur Terre, est parti s'écraser sur un poteau et a pris feu. Chose curieuse, il n'a pas été brûlé, tout comme la jeune Erika qui l'accompagnait, qui n'a eu aucune égratignure, mais qui en est décédée. Pourquoi donc le manager a d'abord voulu mener des gens en bateau en inventant une histoire qui n'existait pas? Pourquoi vouloir immédiatement, au moment où toutes les interrogations sont là, qu'aucune enquête n'avait établi, n'avait été ouverte, comment donc venir chercher à montrer que son artiste n'y était pour rien? Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, l'artiste ténor avait été dans une boîte de nuit pour le spectacle au Mermoz, où d'ailleurs, le directeur de la boîte lui a offert, en guise de dernier pot de route, une bouteille de champagne. Et le directeur de la boîte, dont j'étais le nom, volontiers, lui avait d'ailleurs suggéré de ne pas reprendre le volant de sa voiture dans la mesure où il le voyait tituber. Mais il s'est quand même entêté à prendre le volant de sa voiture en état d'ébriété. C'est donc un premier élément. Deuxième élément, sur les conditions de l'accident et de la dépouille. Erika, qui faisait 3e année dans un institut privé Saint-Jérôme, dont le père lui-même est un promoteur d'un établissement scolaire, la dépouille, disais-je, avait été récupérée. Et puis il ressort une chose, un constat de la famille et des médecins qui ont pu observer le corps. Elle ne portait pas le moindre sous-vêtement. Bon, on peut dire que c'est son choix. Mais selon les parents, ou selon les proches de la famille, Erika aurait certainement été tuée
avant même cet accident. Mais comment et pourquoi? Faute d'éléments, je ne pourrais pas répondre. Mais cependant, selon les enquêtes que nous avons menées, le père d'Erika, que vous avez tous regardé en train de demander à Ténor d'aller doter sa fille lorsqu'il se relèvera, aurait donc entrepris avec la famille d'Erit. Puisque d'ailleurs ce samedi, elle vient d'être mise sous terre. Et selon ces rites, selon des informations qui nous ont été communiquées, Ténor est actuellement accusé d'avoir sacrifié cette jeune fille. Je suis journaliste, je ne fais pas de la magie ou de la sorcellerie, mais je vous dis ce qui s'est dit et ce qui s'interprète. Ils vous le diront, peut-être. Ou alors, Ténor lui-même aura le temps de s'expliquer. S'expliquer pourquoi est-ce que son manager a menti qu'il était dans le coma. Il n'a jamais été dans le coma. Bien plus, on l'a juste vu, on ne peut pas être dans le coma et être sur une chaise roulante. Autre chose, selon les proches de la famille, et particulièrement l'oncle, Ténor est beaucoup accusé pour ses fréquentations. Dans ses collaborations, il y a un autre jeune, une star, qui est décédé dans des conditions terribles en Côte d'Ivoire. Didier Arafat. J'ai été presque un parent pour lui. Et donc certains ont accusé de ce que vous pouvez imaginer et dont les bagues, j'en porte, mais pas avec la tête de Satan, avaient des symboles qui disaient pas mal de choses. Ténor aussi, dit-on, a les mêmes bagues. Les stars en ont beaucoup. Peut-être c'est juste de simples objets. Peut-être c'est juste décoratif. Peut-être c'est un look. On ne juge pas à ce niveau. Mais juste pour amener ceux qui nous écoutent de comprendre la gravité des faits qui, au-delà de l'accident, sont aujourd'hui sur la table et dont on ne parle pas officiellement. Et puis officiellement, Ténor, qui était quand même gardé à la Quintini, s'est retrouvé d'être récupéré vers la Dibombari, en direction de peut-être Yaoundé. Comment a-t-il fait pour quitter l'hôpital alors qu'il était supposé être très malade? Depuis au moins 2 semaines, il était hospitalisé. Selon des informations que nous avons donc recueillies, eh bien, il a été introduit dans une ambulance par l'un de ses oncles qui est l'une des connaissances, enfin, un membre de la famille qui serait médecin à la Quintini. Et d'ailleurs, il était surveillé par un agent de la police. Qu'est-ce qui s'était donc passé? C'est plutôt quelqu'un d'autre qui a donné une alerte et dont nous cachons pour l'instant l'identité pour qu'on puisse aller le récupérer. Allait-il s'enfuir? Nous n'en savons rien.
Mais une chose est sûre, c'est que pendant son interrogatoire, il a fini par admettre que c'est lui-même qui était au volant. Devant le procureur de la République, il l'a reconnu. Et de toutes les façons, ce n'est pas lui-même à reconnaître, puisqu'un test d'alcoolémie a été effectué qui a prouvé qu'il était dans un état d'ébriété très avancé. Très grave. Qui a voulu donc favoriser son évasion? Comment est-il sorti de l'hôpital? Je vous ai donné les informations que j'en dispose. Toujours est-il que le procureur de la République, après avoir collecté un certain nombre d'éléments, a donc signé un mandat de dépôt pour la prison de New Bell, où il est actuellement dans le quartier un peu VIP 20, quartier spécial, et pour peut-être une durée de, c'est un mandat provisoire de 6 mois. Personne ne pourrait se réjouir du malheur d'un jeune homme, d'un artiste qui avait un avenir devant lui, qui faisait peut-être même la fierté du Cameroun. Personne ne pourrait jurer qu'il ne peut succomber à une bière, à de l'alcool au volant. Personne, peut-être, ne peut dire qu'il soit complètement sain. Mais cependant, les artistes camerounais, lorsqu'on voit comment est-ce qu'ils vont à l'instar des étoiles filantes qui ne brillent même plus, on devrait quand même revoir la qualité dont on manage les artistes camerounais. Oui, c'est vrai que la responsabilité de l'État également y est. Jacob Desvarieux, je le disais, n'a pas fait de grandes études, n'a pas eu les grands moyens, mais a réussi à faire de la musique. Mais quand on voit aussi au Cameroun, on se rend compte qu'il n'y a ni salle de spectacle, ni académie de musique, ni conservatoire. Et puis, un beau matin, on vous dit que la société des droits d'auteur qui paye 1000 francs aux artistes après peut-être 6 mois ou 1 an, vous dit que maintenant, désormais, on va contrôler les artistes et leurs textes. Ils ne doivent plus chanter dans la pornographie. C'est donc une sorte de censure. Certes, je ne cautionne pas des musiques obscènes, mais dans le monde entier, chacun a son style de musique. Il y a les artistes qui chantent pour le religieux. Or, il y a des athées, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a des agnostiques. Et il y a des artistes qui choisissent d'être engagés. Mais tous les artistes ne sont pas obligés d'être engagés. Il y a les artistes qui chantent pour l'amour. C'est vrai aujourd'hui que dans la majorité, pour réussir, il faut beaucoup plus chanter pour les bas de jupon. Mais à qui la faute? Parce que c'est ça qui se vend. C'est ça qui se danse dans les bars. Et lorsqu'on voit aujourd'hui aussi beaucoup prendre des raccourcis, vous allez toujours entendre un artiste qui dit que je m'en vais me laver à tel ou tel endroit, je m'en vais acheter ceci et cela, j'ai fait l'alliance avec tel. Et ils sont tellement déjà fourrés, impliqués dans des choses qu'ils oublient même le talent. Ont-ils le talent? Puisqu'il n'y a pas les instruments qui permettent aux artistes également de vivre de leur art. Il n'y a pas des instruments qui permettent aux artistes camerounais de briller sur l'international. Il ne peut pas avoir un studio comme là où
était Jacob Desvarieux. Pas un seul studio digne de ce nom dans toute la République du Cameroun. On peut, pour ceux qui sont jaloux, ou pour ceux qui sont touchés, comme particulièrement la famille, la jeune Erika, comprendre et même peut-être être soulagé par l'arrestation, l'emprisonnement des ténors, mais on devrait aussi se poser de bonnes questions par rapport à ce qui était notre musique, qui inspirait les gens à l'étranger, que ce soit les artistes ivoiriens. Ils s'inspiraient, c'est-à-dire que les Méoué s'inspiraient de la musique camerounaise. Jacob Desvarieux, comme je le disais, s'inspirait de la musique camerounaise. Devant Manu Dibango, il était tout petit. Et d'ailleurs, devant même Toto Guillaume, que personne ne respecte, il portait la guitare de Toto Guillaume. Mais regardez jusqu'où sont aujourd'hui les artistes camerounais. Si on continuait à promouvoir la culture camerounaise, à investir, on aurait des Jacob Desvarieux au Cameroun. On aurait les Francis Bébé. On aurait les Manu Dibango. Quel artiste camerounais peut encore miser sur un disque d'or? Comme à l'époque de Moni Bilé. Plus personne. Il n'y a plus rien. Et ça, on ne peut donc pas tout simplement se lever et dire nous ne voulons plus que les artistes chantent, le caleçon a fait ceci et cela. Mais attendez, ils ne chantent que ce qu'il y a à leur portée et à leur niveau. Et c'est ça qui se vend là-bas. Et d'ailleurs, la société des droits d'auteur, ce n'est pas son travail. Je n'ai jamais entendu la SACEM dire que maintenant nous ne voulons plus ceci et cela. L'un des artistes qui continue à vendre malgré après sa mort en France s'appelle Georges Brassens. Mais Georges Brassens n'a chanté que des histoires de femmes, d'hommes, de lits, de caleçons et tout ça. Et même ceux qui disent qu'on ne peut plus chanter de ça, mais vous n'allez pas revenir à l'époque de Mondosé qui faisait l'émission Déviance. Non. La musique, il y a chacun qui choisit son couloir. Oui. Chacun choisit son couloir dans la musique. Si vous voulez que les artistes camerounais redeviennent quelque chose et ne soient pas larisés, qu'ils puissent chanter sur la gamme, au moins, société de droit d'auteur, mais récoltez les fonds auprès de la CRTV, auprès de tel, et faites au moins une académie pour qu'un artiste puisse lire le solfège. Vous connaissez combien d'artistes camerounais de réputation ne savent pas lire le solfège? Et ils peuvent aller où? Nulle part. C'est donc la mort de la musique camerounaise. Parce qu'aujourd'hui, personne ne s'inspire plus de cette musique qui est morte. On fait maintenant dans des rythmes, oui, ça peut faire le rap, mais ce n'est pas l'originalité de cette belle musique que les gens aimaient tant. Que Jacob Desvarieux aimait tant. Que Patrick Saint-Éloi aimait tant. Que tous les grands aimaient tant. La musique camerounaise est morte. Et avec la mort de Jacob Desvarieux, celui-là qui pouvait encore parfois vous raconter de belles histoires du Cameroun, on peut dire qu'on est en train de perdre, qu'on vient de perdre un vrai monument de la musique afro-caribéenne et surtout un représentant, un ambassadeur de la musique camerounaise.
Jacob de Varieux, repose en paix et que la terre de nos ancêtres te soit légère.